Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce deuxième webinaire de la Semaine de la transformation Julie Esterwen, dédié cette année au chemin de la performance durable. Donc aujourd'hui, ou plutôt ce matin même pour être précis, car aujourd'hui il y a deux webinaires. Donc ce matin, nous allons vous parler de modèles d'organisation et de gouvernance. Avant tout, quelques règles du jeu, histoire de permettre à ce webinaire de se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Donc, pour vous participants, les micros sont coupés. Surtout si vous n'entendez pas, la petite flèche orange vous permettra de poser toutes vos questions. Et en parlant de questions, justement, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser, nous les traiterons à la fin de la séquence. Petite page de présentation de Julie Esterwen, donc cabinet de conseil en stratégie, en transformation et en innovation. Nous sommes aujourd'hui 500 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros. Et effectivement, nous affichons une croissance de 30% sur la dernière année. Les 4 piliers de nos savoir-faire expertise, la transformation business, la transformation people, la transformation agile, la transformation digitale. Donc aujourd'hui, pour nous parler modèle d'organisation et de gouvernance, nous avons la grande chance de recevoir des invités de marque. Donc je vais commencer par Yannick Cariou, Médiamétrie. Bonjour Yannick. Bonjour. Vous pouvez vous présenter en 2 mots s'il vous plaît? Oui, donc je suis Yannick Cariou, je suis le président directeur général de Médiamétrie. Médiamétrie, vous en entendez parler de temps en temps à la radio, à la télé. Donc nous sommes l'organisme et le seul organisme en France qui produit les données d'audience des médias, à la fois la télévision, la radio, mais aussi le digital. Entreprise assez technique, très orientée vers la data, à peu près 700 collaborateurs et 1 milliard de data processées toutes les nuits. Merci Yannick. Nous recevons également Sylvain Brezard. Sylvain, à toi. Bonjour. Donc, moi, je dirige une entreprise que j'ai créée il y a 25 ans qui s'appelle Norcis. C'est une entreprise de services numériques. On développe des logiciels sur mesure tels que, qui est connu de à peu près tout le monde, le système Amélie. Par ailleurs, je suis assez engagé dans le monde environnemental puisque je dirige Greenpeace en France et puis j'essaie d'apporter, si possible, des choses aux jeunes. Alors, je le fais avec ma fondation et puis j'ai aussi créé le réseau Étincelle il y a 12 ans, qui est un réseau qui essaie de sortir de la lisière les jeunes en décrochage scolaire en leur proposant une formation un petit peu innovante, surtout en faisant de leur renoncement une motivation pour une vie professionnelle. Merci beaucoup Sylvain. Et notre dernier invité est Marc Sabatier. Bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas parler de Julie Esterwen, j'en suis le fondateur, l'heureux animateur, le gentil organisateur. À ce titre-là, j'ai de la chance parce qu'on est un bon observateur en fait de ce qui peut se passer dans les entreprises et en particulier dans les organisations. Et l'organisation, c'est ma passion, avec le réseau Étincelle que Julie Esterwen soutient le mieux qu'il peut. Marc, justement, tu nous dis que l'organisation, c'est ta passion. Je sais que c'est effectivement un sujet sur lequel tu travailles beaucoup avec tes clients. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, en fait, effectivement, j'adore ce sujet de l'organisation. C'est devenu, comme tu le dis, mon dada au fil du temps, mon dada avant toute chose, parce que je trouve que c'est le sujet de tout le monde. C'est le sujet qui touche tout le monde chaque jour. On passe la majeure partie de notre temps, en tout cas du temps où on ne dort pas, au travail, dans notre vie au travail. Et quand on voit les modèles classiques des organisations et à quel point tout le monde s'en plaint toute la journée, qu'on y soit ou qu'on n'y soit plus ou qu'on y aille, on se dit qu'il doit y avoir quelque chose à faire, à la fois pour que nos journées soient plus agréables, qu'on sente une vraie utilité dans ce qu'on fait, et puis que les organisations dans lesquelles on travaille soient plus efficaces, évidemment. Alors, je présente ça un peu sur le ton de la plaisanterie, mais c'est malheureusement un peu plus grave que ça, parce que je pense que, enfin, à titre personnel, hein, c'est une conviction, je pense que une grande part du désengagement, de la grande démission, comme on dit aujourd'hui, de la grande désillusion qui n'a pas attendu le Covid pour exister,
vient du fait que les organisations dans lesquelles on travaille nous emmènent juste dans le sens inverse de ce qu'on veut faire, en réalité de ce dont on rêve, malgré les grandes injonctions qu'on qualifie souvent de paradoxales, hein, qui résonnent dans les étages et qui essaient de faire croire que les choses bougent. Mais les choses ne changent pas, en fait. Encore une fois, on a la malchance d'avoir la chance de voir que ça ne change pas, puisque on voit finalement des milliers d'entreprises chez Julius Sterwen. On voit aussi que c'est pas parce que on affiche qu'il faut être orienté client, qu'il faut innover, qu'il faut avoir le droit à l'erreur et former tout son effectif au design thinking que ça change quelque chose au mode de fonctionnement, que ça change quelque chose au cadre managérial, au cadre organisationnel. Que ça change quelque chose dans l'engagement des gens, qu'ils ont le sentiment d'être réellement plus responsables, plus efficaces. Non, je pense que ça change absolument rien parce qu'on ne change pas les fondamentaux. Voilà, donc cette présentation elle est un peu caricaturale, elle n'est pas tant que ça. Les organisations traditionnelles, là, comme je l'évoque, c'est 95% des organisations, voire plus. Elles fonctionnent avec des systèmes hiérarchiques, pyramidaux, où le statut, je le dis souvent, l'emporte parfois sur la valeur individuelle, où les comités substituent aux responsabilités managériales, où le budget devient plus important que le client, le reporting devient une fin en soi. Alors, vous ne tirez pas une balle dans la tête tout de suite. Hein. Aussi et surtout, quand on arrive au travail le matin, il faut tout de suite abandonner toute l'agilité dont on peut faire preuve dans notre vie privée, où on règle tous nos problèmes avec une agilité incroyable, pour tout d'un coup se plier à des procédures, des règles écrites ou pas, souvent pas d'ailleurs, des règles dont souvent tout le monde s'accorde à dire qu'elles sont peu ou pas adaptées, mais ce sont les règles. Et donc, c'est comme ça. Et ce c'est comme ça, c'est un poison lent dans les entreprises. Voilà, les gens n'ont ras le bol. Ils veulent faire les choses à leur façon aujourd'hui. Ils ne veulent plus faire les choses qui leur semblent inutiles. Ils veulent comprendre la finalité de leurs actes. Ils veulent être utiles. Ouais. Ils sont prêts d'ailleurs aujourd'hui plus que jamais à quitter leur job si la situation ne leur convient pas. Et ça, plutôt que de courber les chines et attendre que ça passe, ce qui a pu être le cas dans le passé. Ils veulent une organisation, un management qui les respecte. Ils veulent une organisation qui prenne ses responsabilités sur les plans environnementaux, sociaux, sociétaux, éthiques. Ils ne veulent pas une organisation qui mente. Voilà. J'ai envie de leur donner raison. C'est un vrai signe de responsabilité. Et vous allez terminer, ajouter à ça que des collaborateurs engagés font des organisations efficaces et des clients heureux. Hein. Parce que je parle que des collaborateurs, pas des clients, là. Mais c'est automatique, on le sait tous aussi. Et c'est pour ça que je suis convaincu qu'il est urgent de passer à d'autres modes d'organisation que ceux que j'ai décrits de façon un peu désastreuse, là, et sur lesquels on reste quand même un peu bloqué depuis 50 ans. Hein. Faut se dire les choses. Dans la plupart des industries, d'ailleurs, à commencer par le conseil. Hein. La dernière fois, ça. Quand on entend le tableau que tu nous dresses, Marc, on se dit que effectivement, les organisations qu'on va dire être d'hier ont pas mal de chemin à parcourir. Et justement, nos invités d'aujourd'hui ont commencé à parcourir ce chemin. Ce que j'aimerais savoir déjà, c'est quel a été l'élément déclencheur. Pourquoi vous avez commencé justement à vouloir cette mutation et ce changement. Peut-être Yannick Oui. Alors, et Sylvain et Marc sont des fondateurs, donc ils ont une étincelle de génie en eux que je n'ai pas, puisque moi j'ai simplement repris les rênes d'une société qui fonctionnait bien en apparence, et on y va quand on prend la direction ou la présidence, on vient avec à l'idée un peu tout ce que vient d'évoquer Marc. Et puis, on est un peu rattrapé par la réalité. Et bon, Médiamétrie, c'est une société qui est, alors moi je dis toujours 50-50, 50 en exploitation et 50 en innovation, 50% en innovation. On a du run, on produit des chiffres tous les jours, donc il y a une forme d'usine. Et puis, cette usine, il faut la faire évoluer en permanence. Donc, on a beaucoup de projets d'innovation, alors innovation petite, grande. Et un de ces projets avait totalement planté. Et dans le bon code de conduite de la société, on se le disait pas trop.
On disait, tiens, on oubliait de parler de ça, etc. Et on a décidé de tirer ce fil. Et c'est en tirant ce fil qu'on s'est rendu compte que notre organisation, enfin notre raison sociale d'abord, qui nous obligeait à faire des projets extrêmement transversaux entre des gens qui parlent aux clients, des techniciens, des architectes informatiques, des développeurs, etc. On devait avoir cette transversalité, mais en fait, on avait une organisation un peu à l'ancienne, très en silo, très hiérarchique. On avait pas mal, alors un peu atténué, mais des tares que vient d'évoquer Marc. Et on s'est dit, bah, ça va pas. Mais on n'est pas parti d'une théorie. Il se trouve que 1 an après, on a fait une transformation qui s'appelle la transformation, enfin l'agilité à l'échelle, la mise en place d'une nouvelle organisation. Mais on n'est pas arrivé avec une théorie préconçue. Pour être très honnête, on ne savait même pas trop ce que c'était que l'agilité. On a plutôt tiré le parti d'un échec. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à travailler avec Julie Esterwen et on a tiré le fil, on a fait des ateliers. Alors ça, c'est l'arme redoutable des consultants. On commence par faire des ateliers et ce qui est remonté était assez catastrophique en fait. Donc la parole libérée, la parole spontanée sur notre organisation, la façon dont on fonctionnait, le trop grand silotage, le pouvoir de la hiérarchie dans une logique très top-down avec des décisions qui étaient respectées, parce que les gens sont courtois ici, mais qui n'étaient pas toujours comprises et donc pas digérées, pas internalisées. Tout ça, ça nous a frappé, voire choqué. On a mis un petit temps de digestion, on a fini par l'accepter et un peu par sérendipité, on a commencé à bouger les organisations. D'accord. Donc le point de départ, vraiment, ce projet d'innovation qui ne fonctionne pas et des ateliers qui révèlent une organisation, on va dire, très silotée, top-down et un peu complexe et incomprise, c'est ça? Voilà, exactement. D'accord, merci Yannick. Et chez toi, Sylvain, ça a été assez différent, non? Marc parlait de sa passion pour les organisations. Moi, j'ai une passion depuis 25 ans, c'est de démontrer qu'une entreprise qui n'a pas qu'une finalité financière, mais est sociale et environnementale, peut mieux réussir que les autres. Voilà, c'est mon chemin. Et en fait, j'ai pu l'expérimenter au sein de mon entreprise, évidemment, mais également au sein d'un réseau, puisque en début des années 2000, je m'occupais du centre des jeunes dirigeants d'entreprise qui regroupe 5 à 6 000 dirigeants. Et donc, la RSE arrivait en France, hein, c'était vraiment ce premier pas. J'ai essayé d'en faire quelque chose qui soit applicable dans toute entreprise, quelle que soit sa taille et son secteur d'activité. C'est juste pour dire que voilà, je suis un peu baigné dedans dès que j'ai été petit. Et en fait, c'est ça, moi, qui a conduit mon entreprise à tout le temps chercher à se renouveler, se réinventer. Et un de mes principes, c'est de toujours partir des autres pour réussir. Et en particulier des collabos, puisque finalement, dans nos entreprises, ce sont les femmes et les hommes qui font la réussite. Donc, quand on se pose ces questions-là, évidemment, on va chercher à sans cesse adapter son organisation, à sans cesse réfléchir sur la culture de management, à sans cesse que peuvent ressentir les salariés sur l'égalité pro, sur la non-discrimination, sur le mode de fonctionnement justement qui fasse qu'ils puissent se sentir autonomes, prendre des initiatives, enfin, etc. Et ce chemin-là, ça m'a amené en 2019 à me remettre en question, Pourquoi? Parce que mon constat était de dire, mais finalement, malgré la mise en œuvre de la RSE dans certaines entreprises, pour moi, si ça avait été efficace que ça, le monde ne serait pas dégradé comme il est dégradé depuis avant, dans le social et environnemental. Donc, cette remise en question m'a poussé à essayer de créer quelque chose. Et c'est là où je suis arrivé sur la proposition d'un nouveau modèle de développement d'entreprise que j'ai appelé la tête d'entreprise, que je pourrais vous décrire. D'accord, donc en fait, si j'entends bien, Sylvain, pour toi, la RSE était totalement insuffisante. Ça ne correspondait pas pour toi à ce que tu voyais en termes de fonction pour l'entreprise.
Alors, là, je raisonne sur un point plus global, hein, mais pourquoi la RSE me semble insatisfaisante, insuffisante? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est aujourd'hui dans un moment où on ne peut plus se contenter de dire tiens, je vais faire un peu de RSE déjà. Voilà. Ah, ben, je vais me préoccuper un petit peu de problématiques sociales qui ont des problèmes de la planète. Ou inversement. C'est-à-dire que les enjeux économiques, sociaux et environnementaux sont tellement interdépendants qu'il faut agir de manière incontournable et indissociable sur ces besoins. La deuxième chose, c'est bouger les lignes, que toutes les entreprises soient authentiques sur leurs engagements et avec un grand volontarisme. Le monde est quand même régi par la recherche de maximisation du profit, et ça, c'est incompatible avec les droits. En tout cas, moi, je souhaite. Donc, c'est vraiment ça qui m'a poussé à essayer de réinventer quelque chose, et en tout cas sur la base du chemin qu'on a fait avec l'entreprise. D'accord. Sylvain, est-ce que tu peux essayer de couper ton micro et de le remettre parce qu'on ne t'entend pas très très bien? Là, il est coupé. Voilà, je ne sais pas si vous m'entendez mieux. Il y a un petit bruit. Bon, là, je pense que ça devrait aller mieux. Merci beaucoup, Sylvain. Et donc, justement, tu nous disais, parce que là, tu nous parlais de la partie de la période où c'était encore assez en théorie. Justement, quel a été l'élément déclencheur vraiment chez Norcis? Comment tu l'as vraiment lancé chez Norcis? Ok. En fait, c'était en 2019. Et en 2019, on me disait le monde est fou, pour mal de raisons. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis que finalement, il est assez calme par rapport au monde de 2022, mais il est encore plus. Et en fait, j'étais avec une structure qu'on appelle des pirates, c'est-à-dire des personnes qui passent une petite partie de leur temps à réinventer l'entreprise, réinventer le management, réinventer des hommes, des femmes, réinventer des compétences. Et on travaillait sur les engagements environnementaux. Et à ce moment-là, en observant, tout simplement, une idée m'est venue en disant, mais tiens, si la permaculture, tous ces principes pouvaient finalement être un bon modèle pour l'entreprise. La permaculture, c'est 3 principes clés. La permaculture, c'est 12 principes de conception. La permaculture, c'est un concept de régénération des ressources, etc. Et donc, cette phase-là, j'ai essayé de tout transposer dans l'entreprise, de regarder bien sûr ce qu'on faisait au sein de la nôtre qui était cohérent avec cela, et puis de lancer de nouvelles initiatives. C'est pour ça que j'ai appelé ce modèle de développement la perma-entreprise. D'accord. Mais alors, attends, excuse-moi parce que tu as encore un petit problème de son, mais j'espère que ça va s'améliorer. Je suis désolée pour cette interruption. Voilà, je pense que ça va mieux là. Donc c'est les fameux principes de la perma-entreprise. Est-ce que tu peux nous les partager un petit peu plus précisément, s'il te plaît, Sylvain? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, le modèle de développement, j'insiste, ce n'est pas un modèle RSE, c'est un modèle de développement d'entreprise, s'appuie sur 3 principes éthiques qui émanent de la permaculture. Prendre soin des femmes et des hommes, préserver la planète, se fixer des limites et redistribuer équitablement les richesses. Alors, on peut se dire, bon, prendre soin des hommes, des femmes, bon, voilà, c'est un management humaniste, etc. On en parle beaucoup, mais je pense qu'il y a énormément de progrès à faire. Sur préserver la planète, je vous assure qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas encore lucides sur cette problématique-là et ne s'engagent pas. Mais ce qui est peut-être le plus nouveau, c'est de réfléchir à se fixer des limites. Se fixer des limites touche aussi bien le quotidien de l'entreprise que ses grands projets. Et ça, je pourrais vous donner des exemples, mais c'est vraiment quelque chose d'important par rapport à ce qui se passe, mais également de rafraîchissant au sens que on se
on se pose des questions qu'on ne se posait pas avant. Et se fixer des limites et redistribuer équitablement les richesses, oui, je pense que le problème numéro 1 du monde, c'est le problème de redistribution des richesses. L'entreprise en créant, elle a un vrai rôle sur ce sujet-là, et donc nos modèles poussent à en redistribuer peut-être plus que prévu par beaucoup d'entreprises. Donc ces 3 principes éthiques sont des principes indissociables et incontournables. Et dans le modèle, ils vont être omniprésents dans tout ce qu'on va bâtir pour bâtir un projet de terme entreprise, c'est-à-dire aussi bien ces enjeux de court, de moyen terme, ces projets pour réussir ces enjeux, ces objectifs d'impact qu'il faut qu'on ait au nom d'une entreprise. Ces principes éthiques, voilà, interviennent à tous les niveaux. C'est ce qui fait la cohérence d'un projet de terme entreprise. 3 principes éthiques et puis 12 principes de conception. Et quand j'ai découvert que en 1970-1980, dans cette période-là, les fondateurs de la permaculture, qui sont 2 Australiens, qui se remettaient en cause, eux, sur le fait de dire, tiens, les premières pénuries, c'est les pénuries du pétrole, est-ce qu'on va être capable de nourrir toute la population dans de bonnes conditions? Ces gens-là ont dit, ben voilà, il faut appliquer 12 principes qu'ils ont appelés de conception. Et là, je me suis dit, waouh, utiliser des énergies renouvelables, être sobre dans l'utilisation des ressources non renouvelables, ne pas produire de déchets, des sujets qui sont d'actualité aujourd'hui. Mauvaise nouvelle, on les aurait écoutés il y a 50 ans, on aurait gagné beaucoup de temps. Bonne nouvelle, pour mon modèle, je pense que plus que jamais, cette inspiration de la permaculture était pertinente. Donc, effectivement, j'ai retransposé tous ces principes de conception, c'est-à-dire le comment faire, dans le monde de l'entreprise. Et je vous donne un exemple qui m'a fait vraiment beaucoup travailler, si je puis dire, c'est qu'il y a un des principes, c'est utiliser les bordures et les lisières dans la permaculture. C'est-à-dire qu'un champ a son écosystème, une forêt a son écosystème, sa diversité, sa biodiversité, et entre les deux, il y a un autre écosystème qui est unique et qui est beaucoup plus riche très souvent. Ça s'appelle les bordures, les lisières. Et je me suis dit, ce principe-là, comment le retransposer dans l'entreprise? Et en fait, eh bien, ce sont mes pirates. C'est de dire dans l'entreprise, par exemple, il y a des personnes qui, au-delà des compétences pour réussir leur mission, en ont des tas d'autres qu'on ne connaît même pas. Et si on les met dans un contexte 10% de leur temps pour justement peut-être faire émerger ces compétences, eh bien, on peut faire des choses merveilleuses dans l'entreprise. En l'occurrence, moi, avec les pirates, réinventer un petit peu tout ce qui se passe. Voilà, vous voyez, c'est juste pour donner un exemple de ce que peut pousser les bases de la permaculture dans l'entreprise. Et puis, je finis, il y a une autre notion qui est très importante, c'est la régénération des ressources. Grosso modo, quand vous récoltez quelque chose, il faut que votre terre soit dans le même état que quand vous semez, ou vous sachiez la remettre dans le même état rapidement. La régénération permanente pour ne pas épuiser les ressources. Et si on se dit, eh bien, comment faisons-nous ça dans l'entreprise? Et on a une ressource commune à toutes les entreprises, c'est les ressources humaines. Comment faisons-nous pour régénérer les ressources humaines en permanence? Faire en sorte qu'elles ne s'épuisent pas. Eh bien, si on travaille sur ces sujets-là, ça sublime une politique de ressources humaines, ça la renouvelle, ça l'enrichit. Voilà, c'est en cela que la perma-entreprise peut vraiment être une source d'inspiration pour un nouveau modèle d'organisation d'entreprise. Merci beaucoup, Sylvain. C'est hyper clair, hyper inspirant. Et justement, chez Julius Erwan, on n'est pas vraiment sur une perma-entreprise, mais quoique, on est sur un modèle assez original, Marc. Vous m'entendez? On t'entend, mais c'est sur ton micro qu'il y a un bruit. Ok. Tu peux poser des questions parce qu'il y a eu une voix par-dessus. Pardon. Donc, en fait, je te disais que chez Julius Erwan, on n'est pas sur la perma-entreprise de Sylvain, mais on a quand même un modèle assez original. Ah oui. Donc, oui, bon, c'est une organisation originale au sens propre du terme. C'est dans le sens où elle existe que chez nous, elle a été construite dans ses principes que pour nous. Alors, en même temps, c'est mon credo, c'est notre credo ici, c'est que il n'y a pas de modèle universel qui vient se plaquer sur une entreprise. Chaque entreprise peut et doit, à nos yeux, trouver sa propre organisation. J'y reviendrai par la suite. Cette organisation, on l'a définie il y a pas mal de temps maintenant, à partir d'une page blanche. Alors, j'insiste sur le fait que c'est à partir d'une page blanche. Ce n'est pas une réorganisation, un ajustement d'organisation. Et on l'a défini avec l'idée de craquer en fait tous les sujets qui nous bloquaient. Alors,
vous allez me dire, et vous avez raison, que une organisation de cabinet de conseil, c'est assez simple, parce que ce sont des prestations intellectuelles, on n'a pas de matière qui rentre, de matière qui sort, mais on a surtout des femmes et des hommes, des collaboratrices, des collaborateurs, voilà, qu'il ne faut pas épuiser et qui ont une infinité de compétences qu'il faut combiner pour aider le mieux possible nos clients. Et puis, il faut quand même qu'on développe du business. Donc, pour les faire travailler, parce que c'est une entité économique. Donc, on a défini cette organisation en fait en recherchant tous les obstacles en fait qui se présentaient devant nous et qui nous permettaient pas de nous développer. Nous développer, c'est pas qu'en termes de taille, mais de nous développer aussi bien qu'on voulait le faire sur le marché, de délivrer en fait notre promesse, nos services à nos clients, les obstacles qui étaient sur notre chemin dans le développement de nos expertises collectives qu'affiche Julie Sterwen, individuelles, que développe chacune des collaboratrices, chacun des collaborateurs, et dans un environnement dans lequel, et c'est très important chez nous, on prenne du plaisir à bien faire les choses pour le bien commun. Ça, c'est conforme à notre engagement Consulting for Good, qui est notre baseline et la seule chose qui n'est pas négociable chez nous. Donc voilà, on a posé ces bases-là et on a réfléchi finalement en se disant, si on devait s'organiser demain matin et créer un Julie Sterwen, comment on serait organisé? Sans doute pas comme on l'est aujourd'hui. Enfin, comme on l'était à ce moment-là, pardon. Voilà. Pour faire ça, et sachant que chaque entreprise, comme je disais tout à l'heure, est unique, parce que ses collaborateurs sont uniques, ses valeurs sont uniques, son histoire est unique, sa manière de se développer, son positionnement sont uniques. Aucun modèle existant peut être complètement plaqué. Je pense là à des modèles qu'a évoqué Yannick, qui est venu finalement à l'agilité, mais sans vouloir appliquer un modèle agile, parce qu'à la fin, le mot agile, il est pas mal, hein. Mais il est aujourd'hui un peu facilement associé à des modèles type Scrum, Space, Spotify, etc. Et pour voir beaucoup d'entreprises qui prennent ces modèles et qui se disent, allez, tiens, je vais faire du safe, etc. Souvent, ça ne marche pas, simplement parce qu'on oublie de prendre en compte toutes les spécificités de l'entreprise. Ce sont des modèles qui sont des sources d'inspiration, mais qui sont en aucun cas des trucs qui se déploient ou des kits de déploiement. Voilà, ce sont des modèles très en vogue. On peut penser à des trucs qui sont plus anciens, de type holacratie, ou du type entreprise libérée, mais qui sont des modèles aussi. Alors, il y a des bouquins qui ont été écrits sur le sujet, mais si une entreprise prend un bouquin sur l'holacratie et essaye d'appliquer l'holacratie chez elle, je pense, enfin, moi, je mise pas beaucoup sur le fait que ça fonctionne. Il faut être très authentique, il faut être soi-même, il faut partir de soi, il faut partir des gens, pour dire son socle de valeur, hein, son histoire. Alors peut-être que la permis entreprise aurait pu convenir pour nous. Je suis assez convaincu que oui, d'ailleurs, hein, compte tenu de notre ton d'esprit. Simplement, il aurait fallu que Sylvain, tu sortes ton livre un petit peu plus tôt là. Mais je pense qu'on est assez proche des principes, sans doute pas à 100% sous les dimensions. Il faut qu'on regarde ça un peu plus dans le détail, mais pas forcément très loin dans les principes. Dans notre réflexion collective, en fait, on était arrivé assez vite à se dire, et c'est très important de comprendre notre organisation, qu'on n'avait pas d'autre solution que d'être centré collaborateur. J'aime bien parler de ça. Alors pourquoi est-ce qu'on devait être centré collaborateur? Déjà parce que moi, à titre, une conviction personnelle, je pense que c'est bien d'être centré collaborateur, parce que voilà, on a certes des clients, mais on n'a pas de clients si on n'a pas de collaborateurs. Et puis, c'est encore plus fort du fait de la nature de notre business. On est dans le conseil, on est des prestations intellectuelles. Donc, en fait, tout ce qu'on vend, c'est finalement du temps, et du cerveau, de la réflexion, de l'énergie de collaboratrices et de collaborateurs. Donc, on a fait le choix d'être centré collaborateur. Ça veut dire qu'on n'est pas centré client. J'aime bien le dire de cette façon-là parce que je vous renvoie tous à votre programme de CP. Hein, on ne peut pas être centré sur deux trucs à la fois. Et je ne plaisante pas en disant ça, j'entends souvent dans les entreprises, on est centré client, et puis dans la réunion suivante, faut qu'on soit centré collaborateur. Ben non, c'est pas un jeu ça. De deux choses l'une, soit on est centré sur quelque chose, mais ça ne veut rien dire concrètement, soit, si ça ne veut rien dire, on rajoute un jour une couche de désillusion par rapport à ce que je disais tout à l'heure.
On décrédibilise aussi le management qui raconte des cracks, c'est-à-dire je suis centré sur tes trucs, je suis centré sur tes trucs, ouais, on n'écoute plus rien et ça ne sert plus à rien. Soit il faut m'expliquer comment on peut être centré sur deux trucs à la fois. C'est très important de dire qu'on est centré sur le collaborateur ou centré sur le client. Ça structure totalement notre organisation. Il faut être sincère, authentique en fait quand on affiche des choses comme ça. Et quand on dit qu'on est centré collaborateur, ça veut dire que les collaborateurs ont un pouvoir très important. Ça veut dire que ça tire votre organisation, ça tire les modes de management. Donc, ça oblige les gens à changer leur mode de management. Ça oblige tout le monde à changer la façon avec laquelle on interagit entre nous, la façon avec laquelle on interagit avec nos clients. Ce n'est pas un slogan, hein, sinon vous perdez tout le monde. Voilà, donc j'ai envie de dire que le premier truc qu'on doit se souvenir sur l'organisation originale de Julius Sterwen, mais je pourrais peut-être en parler un peu plus après dans le détail, mais c'est le fait qu'on est centré collaborateur pour vrai. Merci beaucoup, Marc. Mais justement, tout à l'heure, Yannick, vous disiez que vous aussi, vous étiez passé vers un modèle agile à l'échelle de l'entreprise et qu'à l'origine, d'ailleurs, c'était assez livresque, assez théorique. Bah, justement, dans la pratique, quels résultats vous avez obtenus? Comment ça se passe chez Médiamétrie? Attention, votre micro est coupé, Yannick. Merci. Donc nous, on est parti d'une situation en fait où on avait deux problèmes. On avait ce problème opérationnel que je vous décrivais tout à l'heure et qui a mené par excès de silotage, de top-down à un certain échec. Et on avait la demande, on va dire la demande un peu sourde, pas très formalisée de nos collaborateurs pour une entreprise qui serait, on va dire, plus engagée dans la RSE. Et ces problèmes étaient un petit peu séparés. Donc, on a commencé avec Julie Esterwen à avoir, d'abord, on s'est donné le luxe du temps et on a d'abord eu une assez longue maïeutique sur notre métier, sur ce qu'on fabriquait. Donc, on a remis à plat notre modèle opérationnel parce qu'il fallait absolument qu'on sorte d'une espèce d'écriture managériale automatique qui disait bah voilà, il faut prendre le dernier truc à la mode ou j'ai entendu mon beau-frère qui faisait ceci, faisait cela. Donc il a fallu sortir d'un certain nombre de poncifs, de stéréotypes ou de fantasmes en mettant les choses vraiment à plat. Et ça a été long. Ça a été long en petits groupes. Je pense que pendant ce temps, l'entreprise s'est demandé un peu ce qu'on trafiquait, mais on ne le savait pas bien nous-mêmes. Pour être très honnête. Donc, j'assume totalement ce côté un petit peu à tâtons. Et donc, on a fini par, dans un groupe étroit, puis un groupe plus élargi, etc., on a fini par être convaincu de la nécessité d'évoluer vers un certain nombre de pratiques dont, effectivement, certaines sont directement héritées des modèles dits agiles. Donc, par exemple, on planifie l'intégralité de nos travaux sur une base de 3 mois avec 100 personnes mais des personnes qui parlent aux clients, des personnes qui sont des personnes plus techniques, pour que tout le monde soit aligné, content et, je dirais, conquis par notre programme de travail des mois à venir. Donc, on a réintégré quelques questions quelques pratiques ou quelques routines, comme on dit, de l'agile dans notre gestion macro de l'entreprise. Et puis, ce qui est important, on parlait de souffrance parfois des gens ou de la nécessité de régénérer les ressources. Sylvain parlait de ça. Alors nous, on fouette personne, on tape personne, etc. Donc la souffrance, elle ne vient pas de nos actes physiques. Par contre, on s'est rendu compte que la souffrance ou l'usure ou la fatigue venait d'un truc qui venait des clients d'ailleurs. Qui était l'interminable changement d'hypothèse de travail parce que le marché sur lequel on travaille bouge beaucoup. Par exemple, je ne sais pas, si vous suivez un peu l'actualité, Netflix arrive dans la pub. C'était quelque chose qui était inconcevable parce que leurs dirigeants disaient on ne le fera jamais il y a un an. Et ça change beaucoup de choses chez nous dans la priorité, dans la façon de faire les choses, etc. Et donc, ce marché qui bouge tout le temps, dans une boîte qui était très silotée, très hiérarchique, et en fait, comme on dit en informatique, très cycle en V, avec une tentative de modéliser les hypothèses pour l'éternité et de travailler dans des tunnels de développement pour sortir la solution au bout de quelques années qui correspondait à ces hypothèses, cette boîte était malmenée par les changements d'hypothèses. Et les gens le vivaient mal. Le prenaient même à la limite comme une faute, comme un défaut d'analyse de leur part, etc. Donc,
On a aussi réussi, je crois, à faire un truc, c'est à faire en sorte que les gens dédramatisent les changements d'hypothèse et prennent une organisation qui est éventuellement capable d'absorber des variations de contexte de marché, toujours bien sûr dans une certaine intensité. Hein. Si tout se retourne, c'est plus compliqué, mais en tout cas, essaye d'être plus à l'aise dans un monde qui est mouvement, dans un monde qui est plus fluide, et donc arriver à je dirais, moins souffrir ou moins être perturbé dans le fonctionnement quotidien par ces facteurs-là, qu'il faut du coup que les managers assument, gèrent et communiquent de manière extrêmement régulière. Voilà, on a fait ça. On a aussi piloté le désilotage de nos fonctions et petit à petit, d'ailleurs, on a traité les enjeux de RSE qui sont très importants pour nous de la même manière, en transversal, pas en top-down, avec une vision, je dirais, assez holistique de ce que ça veut dire que de réduire son impact sur un produit, de travailler à ce que on ait plus d'égalité au sein de l'entreprise, etc., etc. Donc, on a vraiment travaillé cette descente de responsabilisation. Donc, une entreprise qui est capable maintenant de faire beaucoup mieux face à l'incertitude et de s'adapter au quotidien, si je comprends bien, et qui, en même temps, prend beaucoup plus en compte tous les enjeux RSE qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà, absolument. D'accord. Et comment c'est perçu justement par les collaborateurs? Pour être honnête, c'est récent, donc c'est encore variable. On n'est pas au bout de l'histoire, ce serait trop beau, hein, parce que c'est une histoire qui a 12-18 mois. Bon, il y a des gens qui sont… les plis culturels, quand l'étoffe a été repassée sur les plis pendant des années et des années, les plis culturels sont quand même très marqués. Donc on a vraiment des gens qui embrassent ça, qui embrassent la responsabilisation, l'autonomisation avec appétit, entrain et un certain degré de satisfaction. D'autres sont plus perplexes parce que probablement perturbés. Bon, on a un petit côté fou par rapport à l'historique de la maison. On dit un peu maintenant, on y va et on verra. Qui n'était pas trop le modèle dominant, qui était plus un modèle de planification. Certains trouvent ça assez génial, d'autres extrêmement risqué. Donc on a évidemment ce mix de culture. On a aussi un gros travail auprès du management, parce qu'en fait, le management dans ce modèle un peu top-down peut penser avoir beaucoup à perdre. Et donc placer le management en situation non pas de contrôle, de command and control, mais de support face aux équipes. C'est un renversement de l'organigramme, il faudrait le dessiner à l'envers. Hein. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas naturel pour une partie des gens, pas qu'ils ne veuillent pas le faire, mais ils ne savent pas forcément le faire. Donc on vient simplement d'enclencher un nouveau programme, je dirais, d'onboarding managérial dans cette logique-là. Puis je dirais que le troisième niveau de perception, c'est le télétravail. Parce que quand vous êtes une société très hiérarchique, très silotée, etc., ça s'adapte mal à une situation de télétravail assez intensif. Donc je crois qu'une des réussites qu'on a, enfin, en tout cas un des acquis qu'on a de cette évolution, c'est d'avoir rendu la société plus compatible avec le télétravail, même si on était une société de profession intellectuelle, etc. C'est le métier, lui, on dit toujours qu'on fait partie des métiers de télétravail, mais la culture l'était pas vraiment. Donc on bouge un peu cette culture pour pouvoir faire en sorte que les gens s'expriment et travaillent correctement dans une situation de télétravail, ce qui nous fait sortir d'un truc un peu management à la française où l'ouvrier venait livrer son corps à la machine hein, pour la faire fonctionner. Donc voilà, on change cette culture-là et de ce fait, on est aujourd'hui capable d'envisager encore une extension du télétravail. On est comme beaucoup à 2 jours aujourd'hui, voilà, avec quelques règles, quelques éléments de coordination. On pense qu'on peut augmenter et je pense que c'est parce qu'on a fait cette transformation. Mais ça ne veut pas dire que ça va être sans heurts, sans difficulté et sans grincement. Voilà, donc on est dans la courbe d'apprentissage bien entamée, mais encore un peu pentue. Et ce que j'entends, c'est que c'est une vraie transformation culturelle alors.
Ouais, c'est une transformation culturelle. Et quand, vous savez, c'est pour ça quand je parlais de sérendipité, nous, on est arrivé avec un problème extrêmement factuel. On a un projet d'innovation qui n'a pas marché. Donc, à la limite, on aurait pu le traiter de manière extrêmement froide et extrêmement procédurale. Et c'est cette maïeutique, cette réflexion, ce luxe du temps, qui aujourd'hui est un vrai luxe. Hein, on a eu cette chance, qui nous a convaincus qu'on devait aller plus loin que rajouter 3 procédures au procédure book, le rendre encore un peu plus épais et donc encore un peu plus indigeste, et envisager les choses sous l'angle de la transformation culturelle, qui est la plus difficile. Enfin, en tout cas, c'est sûrement la plus intéressante et la plus prometteuse, mais quand vous êtes manager, c'est pas forcément la plus engageante parce que vous voyez très bien toutes les scories et tous les problèmes se pointer à l'horizon. Donc, mais oui, on est dans une transformation culturelle. Donc, ce sera long. Et justement, quand on a préparé cette table ronde, Yannick, on avait parlé de la question du droit à l'erreur et du test and learn. Ouais. Bah, le droit à l'erreur, ça, c'est dans les tout premiers ateliers, il y a eu une revendication du droit à l'erreur. Et en fait, elle était motivée, cette revendication ou cette demande, je pense, par il fallait lire le droit à ne pas être sanctionné. Donc nous, on est bon, j'étais pas tellement à l'aise avec cette demande-là, et en fait, on l'a retravaillé, cette question, et on se ramène au point que je vous citais précédemment, c'est-à-dire le droit de ne pas avoir toutes les hypothèses validées par la réalité. Donc on a le droit, évidemment, de changer de plan, d'avoir un autre avis, etc. L'essentiel, c'est que ça rentre un peu dans un domaine, dans une méthode un tout petit peu structurée néanmoins. Donc le droit à l'erreur qui était presque une revendication ou une demande motivée par la peur interne d'avoir l'air un peu bête, éventuellement d'être sanctionné pour de vrai, d'être cloué au pilori pour un échec. On l'a transformé en droit à la flexibilité, si vous voulez. Droit à avoir un jeu d'hypothèses au début qui n'est pas le bon parce que le marché bouge trop vite, parce qu'on fait des métiers très techniques, donc des fois il y a des choses qui sont des hypothèses techniques qui ne s'avèrent pas fondées dans les faits, et donc changer ça, c'est pas grave, puisque c'est même un des fondements de l'agilité, avec tous ces corollaires de faire des produits qui sont d'abord d'époque, enfin de faire grossir les produits au fur et à mesure de leur succès, pas d'envisager le grand tout de suite, etc. Ce qui d'ailleurs, et ça je terminerai là-dessus, on est aussi en phase d'évangélisation de notre propre marché. Parce que le droit à l'erreur ou le droit à la flexibilisation des hypothèses, c'est facile à faire en interne. C'est un peu plus difficile avec le marché et avec les clients. Donc on explique aussi un certain nombre de choses, de progressivité dans nos démarches et dans nos deliveries au marché. C'est pas toujours simple, mais on va y arriver. D'accord, merci Yannick. Et justement, ce sujet de droit à l'erreur, de droit d'essayer, de droit de tenter, ça me semble assez intéressant. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Marc? J'aime bien la manière avec laquelle Yannick présente ce droit à l'erreur. Quand on me pose la question, donc ça peut être valable chez nous, chez JS ou bien chez nos clients, j'aime bien resituer ça un peu dans le collectif. En gros, si tu es amené à prendre une décision dans une entreprise, la première chose, c'est déjà, et c'est la base de la responsabilité, c'est que tu dois avoir le discernement nécessaire pour mesurer l'impact. Ça, c'est la première chose. Et si tu penses que l'impact est sensible pour l'entreprise, parce qu'on peut distinguer des activités courantes sur lesquelles les décisions n'ont pas un impact fort, et c'est ta responsabilité de le faire au fil de l'eau, et puis des décisions dont tu penses qu'elles ont un impact plus important. C'est déjà ta première responsabilité de classer en fait cette décision. Si l'impact est sensible pour l'entreprise à tes yeux, alors tu dois confronter le raisonnement qui t'a amené à possiblement prendre cette décision, ton choix. Tu dois confronter donc tout ça à quelques personnes, 2 personnes, 3 personnes en bilatéral,
ou bien ça peut être, si c'est plus compliqué, une ou plusieurs réunions avec un peu plus de personnes, hein, si nécessaire, et simplement pour aller capter des avis. Voilà. Et à la fin, c'est toi qui vois et qui décide en responsabilité, pas oublier la responsabilité. C'est aussi toi d'ailleurs qui décide quelles sont les bonnes personnes qui te paraissent pertinentes sur le sujet. C'est pas forcément ton manager, ton boss, etc. C'est les personnes qui sont pertinentes sur le sujet et dont tu penses que l'avis peut te sécuriser ou ébranler tes droits dans ton choix ou enrichir ta réflexion ou ta décision. Et une fois que tu as un avis, leur suggestion, tu décides. Voilà. Et s'il s'avère dans le temps que c'est une mauvaise décision, c'est une erreur, pas une faute. On n'en tient pas rigueur. Tout le monde peut faire des erreurs. On doit, en revanche, disons, refaire l'histoire pour trouver où a été le problème, comment l'éviter la fois suivante, mais c'est une erreur. Si en revanche, tu prends une décision, elle est sensible, que tu ne consultes personne et qu'il s'avère que c'est une mauvaise décision, c'est une faute et c'est mal. C'est pas bien. Voilà. Autonome et responsable, ça ne veut pas dire être seul, au contraire, mais ça veut dire consulter, écouter, se nourrir en fait des avis des autres et en responsabilité prendre la décision. Il n'y a pas de gloire à gagner seul, en tout cas dans le monde de l'entreprise. Alors, tu prends un sujet important, justement, tout ce qui est lié à la collaboration, au fait de travailler ensemble. Et Sylvain, si j'ai bien compris, dans la perma-entreprise, cette notion de collaboration, et notamment chez Nord6, c'est quelque chose de très important. Ok, oui, c'est même plus qu'important, c'est incontournable. Donc, ce modèle perma-entreprise, je reprends juste les différentes étapes pour essayer d'être pédagogique. Hein. Ça se concrétise par le fait de bâtir une raison d'être alignée sur les 3 principes éthiques dont je parlais, de bâtir ensuite des enjeux de court et moyen terme, ce qu'on appelle stratégie, alignés sur les principes éthiques et de conception. Pour chaque enjeu, de définir des projets qu'on mène et qu'on veut amplifier, qu'on veut continuer de mener, et de nouveaux projets. Et pour chacun de ces projets, de donner des objectifs d'impact qu'on veut atteindre sur une période donnée. L'ensemble de ces objectifs d'impact permettant d'avoir un référentiel qu'on va suivre, qui va être l'outil de pilotage de l'entreprise. Donc effectivement, pour bâtir tout cela, si ça doit être du top-down, pour reprendre l'expression de Yannick, ça n'a aucun sens. Alors, après, il faut le faire avec les cultures d'entreprise. Et justement, parce que quelquefois, des entreprises me disent, mais moi, je n'ai pas cette culture de la construction collaborative. Ben, je leur dis, utilisez le fait de bâtir un projet perma-entreprise parce que vous allez voir que ça va créer une telle énergie que c'est plus facile d'engendrer du changement et de conduire le changement quand tout le monde est en belle énergie. Alors, de notre côté, voilà, c'est un chemin qu'on fait depuis 20 ans sur ce mode de fonctionnement. Donc, effectivement, le projet perma-entreprise, quand on l'a rebâti à Nord6, il a été bâti par des collaborateurs. Et en fait, c'est la production des collaborateurs qui était ensuite présentée au comité de direction pour amendement et validation, pour vous dire d'où ça venait, quoi. Et ensuite, ce qu'on a cherché à faire, évidemment, c'est de dire, bien, ces collaborateurs, on les a appelés les perma-entrepreneurs de l'entreprise. Et ensuite, on a créé, ça fait un certain nombre d'années que ça existe, un panel démocratique. C'est-à-dire que pour les autres collaborateurs, puisqu'on est 650, on leur a proposé d'émettre des réflexions, d'émettre des idées, même de répondre à des sondages en fonction de la production que pouvaient faire les perma-entrepreneurs. On appelle ça le panel démocratique parce que dans l'entreprise, tout le monde n'est pas motivé, intéressé à s'impliquer, à produire de l'idée, etc. Certains disent « je n'ai pas le temps » et il faut respecter cela. Donc, chaque début d'année, on demande aux collabs « est-ce que tu es prêt à faire partie du panel ?» et finalement à répondre à quelques sollicitations dans l'année. Et ça, c'est très efficace. Donc, voilà des exemples concrets de mise en bouillonnement du collaboratif. Mais je pense qu'on peut aller plus loin. Et moi, j'appelle ça les principes de démocratie éclairée. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses dans l'entreprise que vous pouvez faire voter. Exemple, quand on fait nos audits, tous les 2 ans, on fait nos audits de nos agences sur notre référentiel et après, on présente les résultats et surtout des idées nouvelles. Ces idées nouvelles, on en fait des débats et des votes. Ça, c'est important parce que le fait d'avoir ces démarches-là, c'est une façon de transmettre de la connaissance aux collaborateurs sur tout un tas de sujets et finalement avec pédagogie. Je prends un exemple. On parlait du télétravail. Le télétravail, au-delà d'amener un dispositif de flexibilité, d'aménagement du temps de travail, le télétravail, il est fondamental
parce que pour beaucoup d'entreprises, c'est un énorme moyen de réduire les émissions de CO2. Or, le problème qu'on a actuellement, c'est les émissions de CO2. Donc, voilà des choses qui peuvent être débattues, votées sur le fait de dire, ben, finalement, qu'est-ce qu'on se fixe comme moyenne de télétravail, pourquoi, etc. On a, c'était en janvier 2020, c'était quand même amusant, le Covid, on ne le connaissait pas. On a fait voter le fait de ne pas prendre l'avion si on peut se déplacer en moins de 6 heures par un autre moyen de locomotion. Ça a été un vote. Alors, ce que j'appelle démocratie éclairée, c'est de dire, voilà, en préalable, on se fixe le taux de vote à atteindre. En l'occurrence, les directeurs de nos agences, il fallait qu'on ait 80% de oui, parce que c'est une conduite du changement conséquente. Les autres collaborateurs, 50%. Voilà. On se fixe comme ça des quotas à atteindre en fonction des membres de la direction et des autres collaborateurs. On a fait voter le fait de ne plus commander chez Amazon. Parce que pour moi, Amazon est une entreprise qui est terrifiante dans le monde, aussi bien par sa destruction de la planète que par sa gestion des collaborateurs, et pas qu'en France, aux États-Unis, peut-être encore pire, etc. Il suffit de se renseigner. Eh bien, ces débats-là, évidemment, ont été intéressants parce que finalement, quand on veut s'engager, eh bien, on est tous dans nos contradictions finalement. Il ne faut pas être radical sur les engagements pour la planète, notamment. Mais le fait de montrer que des entreprises ont des pratiques qui sont inadmissibles et en contrepartie, enfin en parallèle de dire qu'est-ce que nous pouvons faire, eh bien ces débats-là et ces votes sont extrêmement enrichissants pour l'entreprise. Je prends un autre exemple, et celui-là était assez amusant, c'était de dire pour tout ce qui est festivités, les repas en entreprise, les pots, etc., eh bien, on a fait voter le fait de ne plus faire appel à des fournisseurs qui proposent des instruments en plastique. Bon, il y a eu 80% de oui, on s'était fixé 50%. Après, on avait un deuxième palier, c'était de travailler avec des producteurs locaux pour tout ce qui est alimentaire. 90% de oui, parfait. Et après, on a poussé que du bio. Et là, on a eu 60% de non. Voilà. Et ce qui était intéressant, c'était justement les débats du pourquoi on préfère prendre des produits de proximité, même s'ils ne sont pas bio, que l'inverse. Ça enrichit tout le monde. Et alors, je m'étais amusé à dire, le dernier palier, c'était ne plus avoir de viande et de charcuterie dans tout cela. Et là, ça a été 90% de non. Voilà. Ça, c'est une façon également de travailler en collaboratif, vous voyez, mais je ne suis pas en train de dire que si on veut faire une croissance externe, il faut la faire voter par la salariée. Hein. Je crois qu'il y a des sujets où quand on est véritablement innovant, moi en 2005, quand j'ai poussé le CV anonyme pour tous nos recrutements, voilà, la démocratie éclairée dit ça n'est pas l'ordre du vote, parce que c'est tellement neuf, ça déstabilise tellement qu'il faut pousser l'idée, il n'y a rien à faire, il faut la pousser. C'est le rôle d'un dirigeant de temps en temps d'avoir des idées un peu iconoclastes et de les pousser, parce que le vote n'aurait pas permis de faire tout cela. Quand on a en 2015 lancé le télétravail, c'était pareil, hein, aucun de nos clients n'acceptait le télétravail. Or, on travaille en partie chez nos clients. C'était difficile de passer par un vote parce que les salariés étaient stressés à l'idée de dire si je suis en télétravail, le client ne voudra pas, ça va mal se passer. Donc voilà, démocratie éclairée, c'est vraiment de choisir des sujets, notamment du quotidien, où là on peut faire beaucoup de pédagogie, d'accès à la connaissance et finalement des décisions collectives, et puis des sujets qui sont peut-être plus clés, plus difficiles, qui engendrent de fortes conduites de changement, où là il faut les pousser. C'est vraiment intéressant justement de voir la place donnée aux collaborateurs qui deviennent les moteurs en fait de ces transformations. Donc là, on a beaucoup parlé des collaborateurs, mais il y a une population dont on n'a pas parlé. Ce sont les actionnaires. Et alors justement, chez Médiamétrie, vos actionnaires sont vos clients. Est-ce que ça a joué sur la transformation que vous avez traversée ? Oui, alors ça jouait en bien parce qu'en fait, je pense que comme ce sont nos clients, ils sont intéressés par l'output, donc la qualité de nos prestations, et pas tellement par, je dirais, l'efficacité économique, en tout cas dans une certaine marge de manœuvre quand même. Donc il ne faut pas qu'on perde de l'argent, il faut qu'on soit raisonnable, etc. dans nos investissements. Mais moi j'ai cette chance-là d'être vraiment
libre de ce point de vue-là, puisque je suis jugé sur la pertinence des services, ce qui est un vrai luxe, et pas sur la façon de les obtenir d'un point de vue purement économique. Et puis comme mes clients sont, vous vous en doutez, des médias, des agences médias, ce sont des gens qui sont sous une pression assez énorme du point de vue de la RSE, parce que voilà, consommation égale publicité égale mal, etc. Donc il y a des discours un peu réducteurs là-dessus. Donc tout ce qui va dans le sens de l'intégration de la responsabilité sociale et environnementale va aussi dans leur sens, puisque ça aide aussi à conforter leur propre discours. Donc moi, mes actionnaires dans ce monde-là ont été plutôt les actionnaires de rêve. Bah, ça, c'est super. Et justement, Sylvain, est-ce que pour le modèle de Perma Entreprise, les actionnaires sont plutôt un frein, sont plutôt au contraire un moteur? Comment ça se passe? Alors, le modèle Perma Entreprise, je ne sais pas si ça a été perçu comme ça, mais c'est un modèle qui est particulièrement responsable au regard de l'évolution du monde. Je dirais peut-être plus poussé que bien d'autres. Et donc, effectivement, sans l'assentiment des actionnaires, c'est même pas la peine de s'y lancer. C'est-à-dire que ce modèle, en fait, cherche à démontrer que, en ne partant pas de finalités qui sont de maximisation de profit et en créant un cercle vertueux par d'autres moyens, des moyens qui justement passe par de la créativité, par un mode de management particulier, par des engagements, etc., eh bien, on va créer un cercle vertueux qui fait qu'à la sortie, on va réussir sur le plan économique et peut-être mieux que les boîtes qui sont en maximisation du profit. Je n'ai pas le temps de faire de la démonstration dans mon monde qui est le monde des entreprises de services numériques et donc le positionnement de Norcis, mais je pourrais vous le démontrer. Et donc, si les actionnaires ne sont pas convaincus de ça, je dis toujours, n'avancez pas parce que vous allez faire rêver vos collaborateurs, collaboratrices, et vous allez les décevoir. Donc, l'actionnaire, il est clé là-dessus. Notre fameuse performance durable. Donc, on arrive déjà presque au terme de cette rencontre. Donc, je vais vous demander à chacun un mot de la fin. Donc, Sylvain, peut-être. Allez, le mot de la fin. Oui, j'ai évoqué, comme tu m'en as parlé, qu'il fallait oser la différence. Je trouve, alors je ne suis pas donneur de leçons, hein, simplement, voilà, j'ai un peu plus de 60 ans, donc j'ai fait un chemin. Je trouve que le monde de l'entreprise est relativement peu créatif et par contre est très très fort pour se copier. Et ça amène un phénomène de pensée unique. Et je crois que justement, le but, c'est qu'on puisse développer cette culture de la différence dans les entreprises qui, bien sûr, derrière, exige qu'on soit tolérant sur les erreurs. Moi, j'appelle ça le droit de l'expérimentation. Le monde en a besoin. Le monde, comme pour tout, le monde de l'entreprise a besoin de diversité. Et pour qu'il y ait de la diversité, pour qu'il y ait de la créativité, pour qu'il y ait de la meilleure performance, il faut qu'on ose la différence. D'accord, merci Sylvain. Donc avec toi, on ose la différence et avec vous, Yannick. Ouais, je dirais à peu près la même chose autrement. Les individus qu'on a dans notre entreprise sont aussi des individus à titre personnel et ces gens-là vivent dans un choc inimaginable. L'inimaginable est devenu possible. On a la guerre en Europe. On a une inflation galopante comme qu'on a oublié en tout cas que nos parents ou grands-parents ont connu, mais pas nous. On a des difficultés d'approvisionnement. On parle de l'énergie, mais enfin, si vous essayez d'acheter une bouteille d'eau dans un supermarché, aujourd'hui, vous allez voir que c'est pas si facile que ça. On a plus que tout, on peut avoir des doutes sur la viabilité de la planète dans laquelle on vit d'ici 30 ou 50 ans. Donc, dans la tête des gens, ça produit quand même un énorme clash, une énorme remise en cause, y compris des modèles automatiques pas repensés, pas réinventés. Donc, moi, je pense, on parlait des actionnaires, les managers aujourd'hui ont un pouvoir incroyable. Parce que aujourd'hui, l'actionnaire, celui qui a mis juste des billes dans une entreprise, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il a besoin de gens qui fassent fonctionner une entreprise, un projet, un destin collectif avec des gens qui vivent dans ce choc-là. Donc je pense que c'est le moment de toutes les réinventions. Et c'est le moment où il faut oser. J'appuie totalement ce que dit Sylvain, parce qu'en fait, on n'a pas le choix.
je crois qu'on est obligé d'oser. Donc, oser la différence, oser la réinvention. Absolument. Et pour toi, Marc? C'est presque un devoir. Parce que si on dit un impératif RSE, le mot important, c'est impératif. Et pour toi, Marc? Pardon. Oui, finalement, ça a été bien résumé par Sylvain et Yannick. Il ne faut pas avoir peur de remettre en cause votre organisation. Je crois que c'est Yannick qui le disait tout à l'heure, ça peut ressembler à un risque, un saut dans le vide en fait. Quand je dis remettre en cause, c'est pas la 45e réorg, hein. C'est vraiment repenser from scratch une organisation, vous dire si je la reconstruisais from scratch, ça donnerait quoi en vous affranchissant des codes, des modèles, en vous inspirant évidemment des modèles. Mais en vous affranchissant des codes, des canons des organisations qu'on a connus et qu'on connaît encore beaucoup aujourd'hui et que j'évoquais tout à l'heure de façon pas très positive. Repartez from scratch et dites-vous aujourd'hui de quoi on a besoin, comment faire un truc utile. Voilà. Et c'est pas un risque en fait de faire ça. On le voit suffisamment, on l'a vu chez nous et on le voit suffisamment dans les clients qu'on accompagne là-dessus. C'est pas un risque. En réalité, ça marche à tous les coups tellement on est mal emmanché dans nos organisations un peu anciennes. Et donc, ma conviction profonde, c'est que chaque entreprise peut trouver son organisation agile, hein, au sens propre du terme. Elle doit trouver son organisation agile aujourd'hui, agile, efficace, épanouissante pour ses collaborateurs, pour ses managers, pour tout le monde. Chez Julius Stern, moi, je suis le premier servi. Hein, ma vie est plus belle avec une organisation comme ça qu'une organisation où je passerai mon temps dans des comités. Hein. Voilà, faites ça pour vous, dirigeants, managers, faites ça pour vos collaborateurs, faites ça pour vos clients parce que c'est un peu comme le fameux yaourt, là, ce qui fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Hein. C'est nos clients qui le disent, hein, quand ils travaillent avec des gens de JS, ils voient la différence. Ils voient la différence parce qu'on est organisé en interne d'une façon différente et ça crée un mindset qui est différent. Voilà. Peut-être aussi pour le monde, pour la planète, etc. parce que ça ouvre des champs incroyables de responsabilité. Un grand merci, messieurs, pour vos témoignages. Et donc, pour conclure, on dira juste oser. Oser. Voilà, très bien. À très bientôt. Et donc, n'hésitez pas à nous rejoindre dès 14 h pour le prochain webinaire de notre semaine de la transformation. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Gilles.